Bonjour à ceux qui n'étaient pas là avant. Si vous pouviez vous asseoir, on va commencer. Donc contrairement à la session précédente, nous allons parler en français, si ça ne vous dérange pas, puisque je crois qu'il n'y a que des Français sur l'estrade. Donc c'est un peu difficile d'imaginer que nous parlions en anglais. On risquerait de ne pas se comprendre. Donc, la session qu'on m'a demandé d'animer s'appelle Quel nouveau tremplin pour les pépites spatiales? Et donc, vous avez sur l'estrade 3 pépites spatiales et l'Agence spatiale européenne, qui est une pépite spatiale, mais enfin qui est une pépite différente. Donc nous avons 3 entreprises, 3 jeunes entreprises qui sont des pépites spatiales. Donc nous avons Olivier de l'entreprise Prométhée, Romain Aldoria et Michel Lookup Space. Et puis nous avons Jules qui remplace Géraldine sur le programme. Donc Géraldine devait être là, mais bon, elle a eu un souci pour aujourd'hui, et donc elle est remplacée par Jules, donc qui représente l'Agence spatiale européenne. Donc il devait y avoir une autre pépite spatiale, donc qui devait être là, Kinéis. Mais Kinéis fait un lancement important le 18 juin, donc avec le lancement des 5 premiers satellites Kinéis, avec Rocket Lab d'ailleurs. On a parlé juste avant de mini-lanceurs. Et donc, c'est une bonne raison pour ne pas être sur l'estrade cet après-midi. La question de cet après-midi, c'est quel nouveau tremplin pour les pépites spatiales? Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes des pépites. La difficulté, c'est comment vous pouvez grandir d'abord, d'une petite entreprise à une entreprise plus grande, et puis ensuite comment envisagez-vous de devenir pérenne? Donc il y a deux étapes. C'est quels sont les tremplins pour grandir, et deuxièmement, quelles sont les conditions pour être pérenne? Voilà les 2 questions pour cet après-midi. Donc les entreprises donneront leur avis sur la façon, comment ils voient leur évolution jusqu'à devenir pérenne. Et puis l'ESA nous dira comment une agence peut aider ces jeunes entreprises à, encore une fois, grandir jusqu'à devenir pérennes. Donc voilà le sujet de cette session. J'essaierai, comme lors de la session précédente, de vous donner à vous, auditoire, la parole, soit par des questions, soit par des commentaires. Bon, ça on verra, mais je garderai un peu de temps pour avoir une interaction avec vous. Donc, on va commencer par Olivier. Donc, ce que je souhaiterais, c'est que vous commenciez par dire qui vous êtes, enfin, quels sont vos objectifs et où vous en êtes de vos objectifs. Et puis ensuite, on prendra les deux sujets dont j'ai parlé, comment grandir et comment devenir pérenne. Donc, Olivier. Merci Jean-Jacques, bonjour à tous. Alors, la souveraineté est vraiment un enjeu national, européen, et est une ambition, mais vraiment clairement affichée par nos clients export. Donc cette souveraineté est intrinsèquement duale. C'est vraiment protéger les hommes, d'une part, et protéger leur environnement. Donc c'est la lutte contre le dérèglement climatique, ce sont les pollutions, lutte contre les pollutions anthropiques, c'est protéger les forêts, les océans, donc tous les grands séquestrateurs de carbone, et puis bon, toute la partie plus évidemment sécurité-défense.
Alors ce que fait Prométhée, Prométhée va intervenir dans un volet spécifique de cette souveraineté. Et ce volet, c'est la maîtrise du temps. En fait, vous voyez, le grand programme Copernicus, ce sont des informations qui arrivent tous les 5 jours. Les programmes les grands programmes français, défense, etc., c'est tous les jours ou quelques fois dans la journée. Et Prométhée, grâce à sa constellation Japetus, qui sera en l'air en 2026, sera en mesure de donner des informations de l'ordre de toutes les heures et même inférieurement. Alors, l'histoire de Prométhée, c'est pendant le Covid. Donc, il y a Xiaomi Nguyen et moi-même, les 2 fondateurs, donc, qui ont pris la décision, voilà, qu'il y aura un premier satellite d'observation New Space qui volera en octobre 2023. Et le 11 novembre 2023, Protométhée s'envole avec un transporteur neuf, c'est-à-dire il y a eu un report de 15 jours du transporteur. Alors, c'est bien de lancer quelque chose, de mettre en orbite, mais ce qui est fondamental, c'est de mettre, en fait, faire fonctionner, avoir un centre des opérations spatiales qui est opérationnel pour un satellite, mais qui est conçu déjà en vue de commander toute une constellation, ce qui est quand même une vraie gageure. Et puis, c'est avoir développé tout ce qui est plateforme digitale, donc agrégative, fusion de données, qui permet évidemment de récupérer et de gérer les données, mais aussi d'intégrer donc des services. Alors en même temps, et ça c'est assez original, depuis le début, on a lancé l'export. Et on a eu des contacts avec une bonne vingtaine de pays qui se sont montrés extrêmement intéressés par cette souveraineté spatiale. L'objectif de cette année, c'est conclure au moins 1, et si pas 2, contrats export. Aujourd'hui, on est 70 répartis entre Toulouse, Paris et Aix. Et en fait, on est au cœur d'un écosystème New Space qui regroupe une centaine de sociétés et une vingtaine de centres de recherche publics de très haut niveau. Quand on regarde au niveau emploi, globalement, ça fait plus de 3000 emplois. L'Europe, avec les contrats de type Cassini, le Copernicus Contributing Mission, et puis nos échanges que nous avons même eus sur tout ce qui est Host Payload, Iris Square, je crois que notre empreinte européenne est déjà profonde. La cybersecurity, qui est un point majeur, USPA nous a fait l'honneur de nous prendre comme membre fondateur de l'ISAC USPA. Évidemment, en France 2030 est extrêmement important. Travaillons ardemment pour intégrer ce programme qui est piloté par nos tutelles. Alors il y a les finances, c'est fondamental. Donc les finances, c'est aujourd'hui nous sommes en plein roadshow pour récolter 80 millions d'euros avec la banque Rothschild. Et dans les phases précédentes, on a réussi à récolter 30 millions d'euros en toute la partie equity, subventions et contrats. Et c'est, je pense, pour ce parcours, en un peu plus de 3 ans, et tous ces éléments, qu'on a eu l'honneur d'être sélectionné comme pépite au chocolat dans cette belle table ronde. Voilà. Bon. Merci Olivier. Donc, tu as déjà entamé une partie de la suite, mais c'est très bien. Alors, Olivier protège les humains et protège les humains sur la Terre, et Romain est un de ceux qui protègent l'espace. Donc, que faites-vous? Exactement. Merci Jean-Jacques et merci beaucoup Olivier pour cette entrée en matière. On s'intéresse également à Aldoria au domaine de la souveraineté et de la durabilité, mais effectivement dans l'espace. Donc, vous connaissez le problème des débris spatiaux. Il y a aujourd'hui plus d'1 million de débris de plus d'1 centimètre qui mettent en danger les opérations spatiales et donc les applications terrestres qui en découlent, sécurité, gestion de crise, etc. Donc nous, on s'attache à protéger les satellites de ces risques et également adresser les menaces qui pèsent aujourd'hui dans l'espace extra-atmosphérique à cause des tensions bien terrestres entre les États. Donc, on a créé la société en 2017 sur la conviction fondamentale que les acteurs économiques
devait apporter une partie de la solution au problème des débris spatiaux. On a mis quelques années avant de trouver notre positionnement. On a eu le premier contrat CNES en 2020, premier contrat export également en 2020. Aujourd'hui, on est une quarantaine de personnes réparties entre Paris, Toulouse et Austin au Texas. On a créé une filiale au Texas en 2022. Et notre activité repose sur deux piliers. Tout d'abord, un réseau de systèmes optiques de surveillance de l'espace. On a développé une technologie unique, brevetée, de stations d'observation multitélescopes qui permettent de scanner le ciel et détecter tous les objets qui traversent le ciel, tous les objets illuminés évidemment, entre l'orbite basse, enfin, depuis l'orbite basse jusqu'à l'orbite géostationnaire et au-delà. Et le deuxième, donc aujourd'hui, on a 13 instruments qui sont déployés sur 5 sites à travers le monde, sur 4 continents. Et on a une couverture globale de l'arc géostationnaire et une couverture à 40% environ de l'arc des orbites basses. Et on va doubler notre réseau d'ici l'année prochaine pour avoir une couverture globale. On est capable de détecter les plus petits objets en orbite dont on connaît la taille. Donc c'est voilà, des objets qui font un peu moins de 10 cm à 400 km. Une trentaine de centimètres en orbite géostationnaire. Et évidemment, on a besoin de plus de capteurs pour augmenter la revisite et adresser le problème du temps que tu évoquais, Olivier, qui est évidemment pertinent pour les applications qui nous intéressent. Donc, en termes de financement, on a réalisé une augmentation de capital d'environ 10 millions d'euros en fin d'année dernière. Au total, on a eu des financements d'environ 22 millions d'euros. On a réalisé notre chiffre d'affaires 2023 est bien au-delà du million d'euros et cette année, on va encore doubler au moins notre chiffre d'affaires. Donc, on travaille très bien avec le CNES, on travaille très bien avec la Commission européenne et on commence à tisser des liens profonds avec certains acteurs commerciaux qui nous font confiance depuis plusieurs années sur des petits contrats et qui petit à petit se répètent, augmentent en volume. Et donc on a creusé notre sillon sur le segment institutionnel. Maintenant, il faut qu'on arrive à se développer, accélérer sur le segment commercial et puis être un des acteurs clés de la souveraineté française d'un point de vue militaire, puisque c'est évidemment un enjeu très important et je pense qu'on a vraiment quelque chose à apporter. Voilà pour l'entrée en matière. Okay. Voilà, je passe la parole à Jules. Merci Romain. Avant Jules, parce que Jules, c'est l'ESA, ce n'est pas une entreprise. Je vais peut-être passer la parole à Michel, qui prend soin aussi de l'espace. Donc voilà. Oui, nous on fait la même chose que Aldoria et ce que vient de décrire Romain, donc ça va faciliter mon introduction, puisque le problème, il l'a décrit. On a une technologie qui est différente. Nous, on développe nos capteurs. Ce sont des capteurs utilisant une technologie radar. Donc, on fait des radars de surveillance de l'espace qui sont basés au sol. Donc, la société est jeune, elle a 2 ans. On a créé ça en juin 2022 avec Juan Carlos Dolado, qui était le chef du service surveillance de l'espace du CNES, qui est membre de l'Agence internationale des débris, qui est un universitaire, enfin un académicien connu et reconnu sur le sujet. Voilà, on a commencé il y a 2 ans avec un PowerPoint. On était une PowerPoint company, comme on dit. Aujourd'hui, on est 30, toujours en train d'embaucher des talents. Je suis émerveillé par les gens qui nous rejoignent, donc des gens qui viennent de chez Airbus, du CNES, d'Atos, de Thales, de Telespazio et du monde du numérique, parce que nous, j'ai expliqué qu'on devait avoir un radar. Et d'ailleurs, le premier coup de pioche est donné cette semaine. Il a été donné cette semaine quelque part dans le sud-ouest de la France. On ne communique pas encore beaucoup sur l'endroit, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des zadistes qui viennent planter des tentes à l'endroit où on commence les travaux. C'est un bel objet, ça fait quand même 25 mètres de long, 8 mètres de haut, 8 mètres de large, 50 tonnes. Donc c'est beaucoup de métal, c'est beaucoup de savoir-faire, c'est beaucoup d'électronique. Et puis il y a un pilier digital, donc c'est pour ça qu'on a aussi des gens qui viennent du monde du numérique, puisqu'on développe une plateforme de fusion de données qui est agnostique à la donnée, qui est agnostique à l'infrastructure IT, donc ça demande beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'expertise. Ça marche déjà remarquablement bien, c'est exactement l'outil dont je rêvais quand j'étais commandant de l'espace, c'est celui dont Juan Carlos rêvait quand il était patron du centre d'orbitographie du CNES, et les gens à qui on le montre nous disent on est bluffé, et donc et on en est très fiers. Voilà, donc c'est aujourd'hui
une croissance assez rapide. Donc on a réuni aussi beaucoup de financements, on a fait notre levée de fonds, on a remporté quelques appels d'offres, je ne rentre pas dans les détails. C'est une belle aventure, mais c'est compliqué et c'est sur un marché incertain. Donc voilà, est-ce qu'on a une pépite, est-ce qu'on ne l'est pas? Je ne sais pas, on le saura plus tard. Voilà. Merci, merci Michel. Donc maintenant, après avoir entendu les trois entreprises, je vais passer la parole à Jules, donc, qui représente l'Agence spatiale européenne. Et comme l'a dit le directeur général de l'ESA en début d'après-midi, donc la commercialisation et le soutien de l'ESA aux jeunes entreprises est une des 5 priorités que le directeur général avait fixé dans son agenda 2025. Donc hier, Jules représente le directeur de la commercialisation. Et donc, que faites-vous pour ces jeunes entreprises? Oui, absolument. 1, 2. Donc il y a 4 axes principaux où nous supportons véritablement les nouveaux entrants à l'ESA, sur l'incubation, le soutien technique et pré-commercial, la demande institutionnelle et aussi de manière un petit peu plus naissante, le développement de marché non institutionnel. Donc déjà sur l'incubation, donc l'ESA a quand même pas mal d'histoires dans ce milieu-là. On a un réseau d'incubateurs BIC où on a incubé déjà 1800 startups ces 20 dernières années. Et à travers ce réseau, on a mis en place un nombre d'événements matchmaking, des compétitions, des prix, et de plus en plus de visibilité sur des conférences. Par ailleurs, on a aussi travaillé sur les études de marché, parce que c'était une chose d'avoir des startups incubées, mais il fallait aussi comprendre quels étaient les marchés où elles pouvaient justement essayer de générer des revenus. Plus récemment, donc depuis 2022, on a développé un réseau d'investisseurs. Donc maintenant, c'est à peu près 55 investisseurs avec lesquels on travaille au quotidien. Donc nous, on les aide dans leur due diligence technique et stratégique. Et en contrepartie, on leur fait passer du coup un deal flow, des boîtes avec lesquelles on a travaillé via les BIC ou alors des boîtes avec lesquelles on est en lien contractuellement parlant. On a aussi des formations donc pour les nouveaux entrants, pour comment travailler avec les apps, comment avoir des contrats avec les apps. Ça, c'est fait via le bureau des petites et moyennes entreprises ou le SME Office. Donc ça, c'était en premier sur l'incubation. Deuxième, on a un soutien technique et commercial, du coup, et ça, c'est sur des programmes souvent historiques de l'ESA. Donc sur le côté technique, qui est vraiment le cœur battant de l'agence, on a des programmes tels que ARTES, Navisp, GSTP Élément 2, véritablement focalisés sur le développement de technologie. Mais on a aussi des développements pré-commerciaux. Donc ça, c'est via des programmes, notamment dans le cadre de l'observation de la Terre, comme avec le programme Incubed. Et puis avec des focus marché non-espace, non-space, notamment avec le programme BAS, donc Business Application and Space Solutions, où on essaye de mettre en lien des fournisseurs avec des potentiels clients non du secteur spatial. Finalement, les 2 derniers éléments, c'est des éléments de demande. Donc déjà, l'ESA agit en tant que client institutionnel. Et donc là, on essaye d'intégrer de plus en plus les nouveaux entrants dans nos chaînes de valeur traditionnelles. On essaye d'assurer une nouvelle culture du risque, donc coût et délai, et compatible avec le marché commercial. Maintenant, la question plus compliquée, c'est sur le développement de marchés non institutionnels. Donc là, nous, on essaye non seulement de créer des fournisseurs, mais aussi de créer des clients. Donc ça, c'est aider à la mise en relation avec des nouveaux acteurs, favoriser la transaction via notamment la marketplace ESA qu'on vient de créer. Et finalement, c'est aussi aider au développement de marché, donc anticiper le développement de normes, de standards, de régulations et de structures d'achat. Merci. Donc voilà, ça c'est la scène et vous avez l'image d'aujourd'hui. Donc, en gros, si je résume, vous, les entreprises, vous avez une bonne idée de départ, vous avez des capacités humaines et des capacités matérielles, et vous avez un produit. Voilà, pour résumer. Donc, vous êtes, c'est sur cette base que vous avez été déclaré pépite. Bon, maintenant, ça n'est qu'un début. Il vous faut continuer le combat. Alors, comment vous voyez justement la suite? On a décrit le passé et le présent. Comment vous voyez la suite? Est-ce que de quoi avez-vous besoin, vous les entreprises? Est-ce que vous avez besoin d'un soutien technique? Est-ce que vous avez besoin, là je prends un peu la liste que Jules a dépliée, est-ce que vous avez besoin de marché? Est-ce que vous avez besoin de financement? J'aimerais bien avoir un premier tour sur le sujet.
Vous me regardez, Jean-Jacques, donc c'est à moi d'y aller. Michel, comme j'ai commencé par Olivier dans le premier tour, c'est simplement... Ouais, je sais pas, si vous voulez, je pense que j'ai le sentiment, enfin, en tout cas, qu'on sera tous à peu près d'accord sur ce dont on a besoin, mais je pense que d'abord, on peut aller tout de suite à des choses comme le marché, les clients, etc. Mais je terminerai par ça. Je pense que d'abord, il faut avoir une vision et répondre à un besoin. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de vision, vous ne répondez pas à un besoin, ça restera un modeste caillou et non une pépite. Je pense qu'il faut aussi avoir, et ça c'est des choses que j'ai 36 ans de secteur public, sous l'uniforme, hein, je connais aujourd'hui les joies, je le dis, hein, les joies, mais aussi les difficultés d'un entrepreneur. Je pense qu'il faut aussi avoir, et de ce point de vue-là, il y a des similitudes sans doute avec le domaine militaire, il faut avoir une équipe de direction costaud. Et ça se limite pas aux dirigeants d'ailleurs, aux dirigeants avec un S ou sans S, ou dirigeantes, mais c'est une équipe soudée, costaud, que ce soit les fonctions commerciales, les fonctions techniques, les fonctions juridiques. Il faut un strong management team. Bon, mais ça, c'est plutôt des sujets qui sont dans la gamelle de l'entrepreneur. Ça ne suffit pas quand même. Donc il faut des talents, bien sûr, des talents, donc j'en ai parlé tout à l'heure dans mon introduction. Maintenant, ce qu'on attend du monde extérieur aujourd'hui pour transformer une bonne idée, une vision, une bonne équipe en une pépite, et peut-être un jour un centaure ou une licorne, je pense qu'il faut effectivement plusieurs conditions. Je dirais qu'il faut d'abord des fonds privés, il faut des investisseurs qui croient dans l'équipe, qui croient dans le besoin, qui croient dans le marché. Et sur un marché comme celui qu'on adresse avec Romain, c'est compliqué parce que c'est un marché émergent. Donc là, il faut quand même des fonds qui ont à la fois les poches profondes, qui ne sont pas effrayés par des besoins capitalistiques importants et qui croient qu'il y a un marché, même s'il n'est pas encore vraiment là. Donc ça, c'est pas facile à trouver. Bon, et en plus, et je dirais en plus en Europe, il faut de la commande publique. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et je vous engage, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à lire l'excellente biographie d'Elon Musk qui vient de sortir. Mais SpaceX est né de la commande publique. Il y a des investisseurs, évidemment, mais Elon Musk ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, et SpaceX et Starlink sans de la commande publique massive de la NASA. Donc là, on a un vrai sujet, à mon avis, en France, et en Europe sans doute. Il y a des efforts qui sont faits, mais il y a des freins qui sont des freins administratifs, juridiques. On a une difficulté aujourd'hui à acheter quelque chose qui n'existe pas encore en Europe. Et aux États-Unis, on le voit, quand vous allez au Space Symposium, vous voyez aux États-Unis cette capacité qu'ont les Américains à acheter un produit sans faire d'appel d'offres, qui n'existe pas encore, après avoir discuté du contenu technique, de la solution, avoir discuté d'un prix. Et ils sont capables, comme ça, en 6 mois, de commander un produit qui n'existe pas. Aujourd'hui, en France et en Europe, je ne sais pas comment faire ça. Le code de la commande publique, pour moi, est sans doute un outil indispensable, incontournable. On sait pourquoi il existe, évidemment, mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Je n'en suis pas un expert, hein, mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Et il y a sans doute des outils, puisque le CNES a pu faire des appels d'offres sur des produits justement qui n'existent pas dans le cadre de France 2030. Donc il y a sans doute des moyens de faire plus innovants. Je pense à des acteurs publics, évidemment. Et puis je termine par là, il faut des clients. Parce que si vous avez des investisseurs et de la commande publique, derrière, il faut des clients qui prennent le relais de la commande publique et des investisseurs. Donc des clients. Donc il faut vendre. Voilà. Et avec ça, on peut transformer une pépite en licorne ou en centaure. Merci. Je reviendrai tout à l'heure sur certains commentaires que vous avez faits. Mais je vais donner la parole à Romain. Je vais donner une vision très, très caricaturale du monde de l'innovation et de l'industrie spatiale. Donc, m'en voulez pas, c'est un petit peu caricatural. Si vous voulez, vous avez des appels à projets, des appels à études qui sont émis par les donneurs d'ordre sur des montants de quelques centaines de milliers d'euros. Donc ça, quand vous êtes une structure avec 2-3 personnes qui démarrent, et que vous arrivez à remporter vos premiers contrats, vos premières subventions sur ce type de montant, là, c'est un tremplin. C'est un vrai tremplin qui vous fait exister en fait en tant que société, qui vous donne des financements, qui vous donne des clients, parce que c'est en général des clients aussi.
Donc ça, c'est une première étape qui vous fait exister. Et si vous voulez, dans ces moments-là, l'équipe dirigeante, elle donne le meilleur d'elle-même, puisqu'elle va aller, elle est en train d'exister, elle est en train de se réaliser. L'acte d'aller démarcher, faire une offre, signer, conclure l'opération et ensuite délivrer, c'est ça qui fait grandir l'équipe, qui la consolide, qui va ensuite permettre de consolider l'équipe, qui va permettre de répéter l'opération et donc de construire une vraie entreprise. Nous, on a vécu ça dans nos premières années, et puis on a eu la chance de le vivre à l'étape du dessus, c'est-à-dire de passer de quelques contrats à quelques centaines de milliers d'euros à des opportunités à quelques millions, à 5, 6, 7 millions. Et on a pu à nouveau galvaniser l'équipe. C'était plus une équipe de 2-3 personnes, c'était une équipe de 20-25 personnes. Il a fallu collaborer, se donner énormément, faire groupe, faire mieux que la concurrence, parce qu'il y a de la concurrence sur ce type de montant. Et ça a été un nouveau tremplin. Ça a été un nouveau tremplin. Donc moi, si j'avais la possibilité de faire un vœu aujourd'hui pour avoir le prochain tremplin, et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être utile pour d'autres entreprises, c'est d'avoir différents échelons. En fait, si dans le monde de l'innovation, vous commencez à quelques centaines de milliers d'euros, mais nous, on a eu l'opportunité de bider sur des opportunités à quelques millions, mais il n'y en a pas beaucoup dans le spatial. Souvent, dans le spatial, vous passez tout de suite dans la catégorie à plusieurs centaines de millions, quelques milliards, et quand vous êtes une équipe de 10 personnes, c'est juste pas accessible, c'est complètement démotivant. Donc le fait d'avoir l'étape du dessus, qui est possible, qui est réalisable, ça permet de transformer le groupe, et de vraiment faire un pas en avant. Et donc, voilà, moi, peut-être qu'on pourrait réfléchir à des appels d'offres publics, notamment, à commencer par public qui soit en tranches, avec des montants intermédiaires, des appels d'offres à 5 millions, des appels d'offres à 20 millions, des appels d'offres à 50, à 100, et pour que des entreprises qui émergent, qui veulent grandir, puissent le faire en se challengeant, en donnant le meilleur d'eux-mêmes et en montrant qu'elles sont capables de convaincre le client, de délivrer, de répéter. Et une fois qu'elles sont capables de répéter, passer le palier du dessus jusqu'à arriver à la pérennité. Et ça, c'est le deuxième sujet. Voilà, le point principal pour moi. Ok, merci. Olivier. Oui, alors la réponse est simple. Ce qu'il faut, c'est en effet des clients et du chiffre d'affaires. Mais si on arrive à la troisième partie, qui est la pérennité, moi je vais m'arrêter un petit peu sur le tremplin, ce qui est important d'en parler. On parlera de la pérennité après. Et je vais essayer très rapidement en parler de CNES, France 2030 et Europe, ESA, Commission. Alors nous, on est des vrais bébés CNES. Et je crois qu'en France, quand on veut faire du spatial sans le CNES, c'est difficile. Donc quand ils nous ont vus, ils nous ont reçus la première fois, je pense, c'était avec pas mal d'étonnement. Et alors on ne faisait pas partie du club, c'est évident. On partait de zéro, on avait quelques pauvres points dans les mains. Mais ce qui est extraordinaire, et c'est pour ça que je prends quelques secondes pour en parler, le CNES nous a reçus, nous a écoutés, nous a mis des techniciens pour échanger, essayer de complémentarité, je veux dire ce qu'on ne savait pas, nos trous. On a eu du Space Ticket. C'était des sommes pas très importantes, mais importantes pour nous, et qui ont ouvert la porte des premiers investisseurs. Quand on avait un Space Ticket, c'était un changement radical, et on a vu une institution exceptionnelle qui s'est transformée ces quelques années pour pouvoir gérer ces drôles d'animaux qui étaient justement les startups. Et je pense que le CNES a fonctionné à nos côtés, nous a encouragés en étant extrêmement exigeants. Il fallait chaque fois passer des stades, mais ça a été un vrai partenaire extrêmement agile et dynamique. France 2030, après, c'est un point fondamental parce que, d'abord, tous nos voisins nous envient pour France 2030. L'idée est simple, c'est prendre des gens qui ont déjà crédibilisé une partie technique de leurs solutions, ont déjà réussi à récolter de l'argent, mais c'est leur donner une somme beaucoup plus importante, en fait. Une commande publique, c'est pas de la subvention, c'est une commande publique qui va permettre en fait d'être crédible pour des séries C. Les investisseurs du monde entier regardent. S'il y a une commande publique française, c'est un point majeur. Quand nous on vend des infrastructures à l'export, le fait d'avoir une commande publique française au travers de France 2030, est aussi un élément majeur, que ce soit la DGE, la DGA, le CNES et le GPI. Vraiment, ils unissent leurs forces pour essayer de créer des licornes qui seront évidemment autoportées par le marché après.
Je termine par l'Europe. Vient l'Europe et il y a les formidables programmes, on parlait d'Incube, de support aux startups. Bon, il y a un petit détail, c'est que la France n'a pas mis de l'argent dans ces programmes. Et donc, on n'y a pas accès. Et la conséquence, c'est que la place que nous tous, on laisse vide, eh ben, elle est remplie par nos concurrents européens et nous sommes vraiment désavantagés. Alors heureusement, on est proche de l'ESA, on nous aide, oui, l'ESA veut nous aider, et je vous ai parlé de Copernicus, CCM et d'autres programmes, et donc ce qui nous ouvrira aussi la voie pour les grands programmes européens et ces tremplins européens. Donc je pense qu'en France, c'est CNES, France 2030, et l'ESA qui sont nos tremplins pour progresser et avancer et devenir des pépites de chocolat bleu, pas le monter un peu dans la matière. Voilà. Voilà. Donc l'ESA, visiblement, on compte sur vous. Donc, comment pouvez-vous répondre à ce que vient de dire Olivier et puis Romain et Michel? Absolument. Donc déjà, je crois qu'il est très important de dire que tous les marchés n'ont pas vocation à être commerciaux. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très important. Donc s'il n'y a pas d'autre marché qu'un marché institutionnel qui peut être envisagé, il faut le garder en tête, surtout comme nouveaux entrants. Ça, c'est aussi important car on s'apprête à entamer une nouvelle phase économique où lever des fonds va être de plus en plus complexe. Donc à moins d'avoir des revenus concrets, les nouveaux entrants vont vraiment avoir du mal à pouvoir lever des fonds, à lever de l'equity. Et dans ce cas-là, ils vont être obligés de se baser sur leurs revenus. Donc il faut avoir des revenus. Maintenant, cela étant dit, l'ESA travaille énormément pour agir et continuer à devenir un bon client institutionnel. Notamment, nous essayons d'intégrer les petites et moyennes entreprises au sein de notre chaîne de valeur, supply chain. Donc par exemple, maintenant, on va avoir des parts obligatoires pour les PME. Et puis on a des avant-projets et études pour très rapidement mettre en relation les nouvelles entreprises avec des acteurs traditionnels. Maintenant, encore plus concrètement, nous essayons de changer un peu notre relation au risque, donc vis-à-vis des coûts et des délais, compatibles avec le marché commercial. En plus de ça, on essaye de ne pas créer ces barrières administratives, ces surdéveloppements qui ont été très spécifiques à l'ESA pendant très longtemps, ni de surdocumentation. Et je crois qu'un autre élément qui a été très important et très mentionné ces dernières années était vis-à-vis des contrats. Et donc l'ESA travaille aussi énormément sur ces contrats, l'approche aux contrats, notamment sur une implémentation rapide de contrats pour pouvoir mettre en charge une charge administrative un petit peu diminuée, pour pouvoir aller plus vite et aider le go-to-market stratégie des startups. Et finalement, véritablement sur les milestones et les paiements de milestones qui aussi sont assez complexes, leur livrable et les revues adaptées à la réalité des entreprises du New Space. Donc ça, c'est vraiment les éléments principaux. Intégrer les PME au sein de notre supply chain et puis travailler sur les contrats et un peu les surdéveloppements. Minute sur la partie développement et ensuite on viendra à la pérennité. Alors sur la partie développement, la situation des entreprises qui surveillent l'espace par rapport à l'entreprise qui surveille la Terre, c'est un peu différent parce que d'ailleurs on n'a pas attendu Prométhée pour savoir ce qu'on pouvait faire de l'observation de la Terre, alors que la surveillance de l'espace, c'est quelque chose de bien plus nouveau. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un élément essentiel du développement futur de l'espace, mais c'est encore quelque chose qui, nous n'en sommes qu'au début. Donc, comme l'a dit Michel, si tout le monde est persuadé que ça viendra, que c'est un marché énorme, potentiel, on n'en est encore qu'au début. Or le temps est un élément majeur. Le point commun entre vous, c'est le temps. C'est bien d'avoir des investissements ou des perspectives d'investissement, mais encore faut-il qu'ils arrivent à temps. Et d'ailleurs, Jules en a parlé aussi, la simplification, c'est un élément qui permet de réduire le temps. Donc, comment vous voyez, vous,
parce qu'il y a plusieurs tremplins, donc je reprends ce qu'a dit Romain, donc il y a plusieurs étapes successives, mais vous n'avez pas tout le temps devant vous. Comment vous gérez justement le temps que vous avez devant vous là? Est-ce que c'est une question de mois ou est-ce que c'est une question d'années? Non, c'est sans doute, c'est pas du tout une question d'année, hein, c'est une question de mois et voire moins. Alors d'abord, je voudrais revenir sur le marché. Tout le monde est persuadé de l'importance de la space safety, sustainability, security, etc. D'accord. Sauf que pour le moment, le willingness to pay, comme on dit, c'est pas encore exactement ça. Donc bon, le pari des entreprises comme celle de Romain et la mienne, c'est quand même que ça va venir, parce que l'environnement orbital va quand même changer beaucoup dans les années qui viennent. Et que, cela dit, moi j'observe une évolution des gens des personnes avec des sociétés avec lesquelles on discute, hein, privées je veux dire, depuis 2-3 ans. Au début c'était oui mais non merci, il y a ce qu'il faut, vous avez USST, vous avez Trax, enfin pas Trax mais les Américains. Bon, aujourd'hui, c'est oui, faut discuter quand même, parce que, et puis bon, l'étape suivante, c'est oui, on est très intéressé. Je pense que ça va venir. Et le marché aujourd'hui, donc je l'ai dit, il est naissant, il est émergent, donc il est tout petit en réalité. Quand vous regardez les études des différents cabinets de conseil, donc bien connus de la place, hein, français ou américains, le marché de la SSA l'année dernière, c'était évalué à 1,2 milliard, 1,5 milliard par là, 1,8 milliard pour les plus optimistes à l'horizon 2030. C'est moins que le marché de la chaussure de sport en France, hein, donc, ou du jeu vidéo. Donc bon, cette année, Novaspace vient de sortir une étude. Ah, ils sont montés à 2,5 milliards. La bonne nouvelle, c'est que d'année en année, on prend entre 500 millions et 1 milliard. Donc on va dans le bon sens. Donc voilà, le marché est quand même tout petit. En réalité, on ne sait pas exactement ce que c'est que le marché. Pour revenir à la question du temps, bah, ça c'est un sujet crucial, hein, pour une entreprise jeune. On n'a pas d'amortisseur en fait. On n'a pas d'amortisseur, donc amortisseur temporel ou tout court, financier, parce qu'en fait c'est ça. Une société comme la mienne, on pilote par le cash. Hein. C'est complètement, j'imagine, c'est vrai pour beaucoup de sociétés, mais comme on n'a pas d'amortisseur, c'est vraiment mois par mois. Et le problème, le grand problème, c'est que le temps de l'administration, le temps du secteur public et le temps du secteur privé, et en particulier des petites entreprises comme les nôtres, c'est que ce sont deux temporalités qui sont complètement incompatibles. Quand vous avez une administration qui met 6 mois à étudier un dossier, à vous répondre, vous, pendant ce temps-là, vous voyez le mur arriver et vous dites, mais c'est pas possible. Non, mais c'est exactement pour ça que j'ai posé les questions. C'est la compatibilité, la cohérence entre le temps, parce que vous avez parlé de commande publique. Et normalement, une commande publique, ça ne se fait pas en quelques jours par rapport au temps de vos besoins. Et donc, je pense que c'est un élément non négligeable de la fragilité, justement, de ces entreprises. Si je peux juste rebondir là-dessus avant de laisser la parole aux autres intervenants, mais c'est ce que je décrivais aux États-Unis. Je connais un petit peu les États-Unis, j'y vais régulièrement, j'ai beaucoup discuté avec eux dans mes fonctions précédentes. Ils ont cette capacité, ils ont fait cette révolution, eux. Et ils ont cette capacité à passer des commandes extrêmement rapidement. Bon, évidemment, ils ne font pas ça n'importe comment, ils auditent un peu techniquement, ils pensent que ça répond à un besoin, ils pensent qu'il y a un potentiel, que l'équipe est solide, mais ils ont la capacité à passer des contrats d'un montant significatif, important, de quelques dizaines de millions de dollars, très vite, à des entreprises dans lesquelles ils croient. Aujourd'hui, en France, c'est très compliqué. Et il y a un autre élément, j'ajouterais, c'est quand même aussi qu'on a une base industrielle technologique de défense, une BITD, que je respecte infiniment, mais c'est difficile de rentrer sur des marchés institutionnels et défense quand vous êtes un petit acteur. Bien sûr, tout le monde a envie de vous voir rentrer, tout le monde dit c'est formidable, venez, etc. Mais en réalité, bon, le fromage est ce qu'il est. Donc, quand on est installé dans le fromage, on n'a pas envie de laisser les nouveaux entrants arriver. Enfin, c'est naturel. Ok, bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'ESA, visiblement, prend des actions pour pour pouvoir passer des commandes plus vite. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. J'aimerais, dans un dernier tour, et vous pouvez reprendre ce que vous vouliez dire sur la question précédente, j'aimerais passer maintenant à la pérennité, parce que la pérennité est un élément, il vous faut non seulement grandir, non seulement vivre les mois qui viennent, mais il vous faut être pérenne. Et bon, moi, je ne connais
qu'un seul critère de pérennité, c'est le profit. De toute façon, où vous avez un business qui est profitable et vous avez toutes les chances d'être pérenne, ou vous n'êtes pas profitable et vous avez toutes les chances de ne pas être pérenne. Mais peut-être que c'est beaucoup trop simpliste. Olivier, et puis ensuite, je passerai la parole à Romain. Oui, bon, on va aller, je vais passer à la pérennité, mais c'est cash burn, c'est plus d'1 million d'euros par mois. Donc on a 95% d'argent privé. Je parle de chez nous, mais c'est souvent le cas dans les startups. Donc en effet, quand il y a 1 million qui sort comme ça tous les mois, je résume, nous sommes New Space, mais les gouvernements ne sont pas New Space et les clients ne sont pas New Space. Voilà. Pour moi, je veux faire une petite remarque sur la pérennité. C'est la pérennité dans la performance. Je vais ouvrir un petit sujet, c'est que aujourd'hui, je prends mon domaine, hein, les constellations à très haute visite, le marché, on sait qu'il est là, on sait qu'il va exploser quand on va passer de 5 jours à 1 heure, qu'il y a plein d'applications, tout le monde le veut, au niveau du gouvernement, le B2B et même le B2C après. Mais l'élément fondamental, c'est être capable de donner la performance voulue et attendue sur la longueur. Je prends l'exemple d'un Falcon, vous achetez un Falcon, si il est en panne et que le propriétaire doit aller reprendre la ligne une fois dans la vie de l'avion, c'est possible, mais il ne le fera pas 2 fois. Et ben, je pense que tout ce marché est là, mais on ne peut pas le rater. Si le service s'interrompt, je prends la défense, le marché est encore fragile. Et l'enjeu, c'est, je ne vais pas mettre le financier, on en a parlé, mais c'est la pérennité de la performance. Et ça veut dire qu'on doit s'éloigner du satellite de laboratoire. Et que je pense qu'il est très très important de pouvoir travailler avec des acteurs qui maîtrisent certaines technologies depuis plus de 30 ans, parce qu'on ne s'improvise pas, et que le lien entre les startups et quelques sociétés qui maîtrisent ces technologies va permettre de pérenniser le marché et d'avoir des résultats dans la longueur. Et je pense que c'est une clé de réussite. Je m'arrête là. Merci. Romain. Oui, alors est-ce que la rentabilité, c'est la seule manière d'être pérenne dans le spatial? C'est une question ouverte, évidemment. Nous, dans le domaine de la surveillance de l'espace, on a vocation à être rentable. En tout cas, pour Aldoria, c'est clair. On a la chance d'avoir un business qui est assez beau sur le papier. Donc maintenant, il faut l'exécuter, puisqu'il s'agit d'investir dans des infrastructures qu'on exploite pour produire de la donnée et des services qui sont récurrents, qui ont vocation à être récurrents. Donc on a des coûts non récurrents qui sont assez importants. C'est les fameux capitaux dont parlait Michel tout à l'heure. Il faut faire cet investissement, il faut développer la technologie, il faut mettre en place toutes les chaînes de traitement de la donnée, il faut développer les algorithmes. Mais une fois que tout ça c'est en place, on peut vraiment faire des marges importantes. Et donc sur certains contrats, on a des marges qui sont de 50 voire 100%, parce que c'est de l'infrastructure qui est déjà financée, qui est déjà presque amortie, et ensuite des coûts non récurrents qui sont des coûts récurrents qui sont très faibles, les coûts marginaux qui sont très faibles. Donc voilà, nous on commence à voir ça chez Aldoria, et on va essayer de pousser ça au maximum. On le voit sur le marché institutionnel, on l'a vu sur quelques affaires défense. On ne le voit pas encore sur le marché commercial, où je rejoins le constat de Michel sur l'évolution de la tendance sur le marché commercial, mais on est souvent challengé, on nous demande souvent des choses un peu spécifiques, d'adapter la solution. Donc il y a encore cette idée d'imposer le standard du service SSA qui va être automatisé, qui va nous permettre de scaler en termes de business model. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. La rentabilité, on y pense très sérieusement. On sait bien qu'on ne va pas y couper. Il va falloir être performant, il va falloir être sobre sur les coûts, il va falloir être assez léger en termes d'organisation, parce que ce n'est pas un marché qui est monstrueux, donc ça ne va pas nourrir des entreprises de 1000 personnes. Donc on a bien ça en tête, et puis dans la pérennité et dans la performance, il y aura sans doute un phénomène de consolidation qui va se produire dans les prochaines années, et ça, bien voilà, advienne que pourra dans les prochaines années. Vous voulez dire un dernier mot là, parce que oui, je suis en retard. Oui, mais... Non, mais en 5 secondes, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Dans notre domaine, en tout cas, il y a un élément qui est important, et je pense que c'est vrai dans d'autres domaines également, c'est comment se structure le marché entre les acteurs publics et privés.
Ce qui revient à dire, est-ce qu'il y a un marché en fait? Mais c'est une autre façon de poser le problème. C'est-à-dire, s'il y a un service public, une forme de service public gratuit parce qu'on considère que c'est un sujet d'intérêt général, quelle place on laisse à des acteurs privés? Ça, c'est un enjeu crucial, à la fois pour décoller et pour être pérenne. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, justement, que l'ESA, et je donnerai le dernier mot à Jules, je pense que c'est un rôle important pour l'ESA, c'est d'être le donneur d'ordre public qui permet éventuellement de fédérer les autres acteurs. Oui, donneur d'ordre public, mais aussi véritablement et pour revenir là-dessus, sur le côté commercial, essayer de générer de la demande hors secteur spatial et essayer de connecter les deux. Donc l'ESA fait ça depuis très longtemps sur le transfert de technologie du spatial vers le non spatial, mais aussi en entamant des nouveaux programmes, et je vais très vite parce qu'on n'a plus de temps. Donc la dernière ministérielle, on a mis en place un nouveau programme qui s'appelle Scale Up Invest et qui permet justement de subventionner la vente de produits ou de services entre deux startups ou nouveaux entrants de marchés commerciaux. Donc ça permet d'acquérir un produit ou un service à moindre coût et de le vendre au même coût aussi. Et donc on essaye de trouver des petits moyens pour essayer d'entamer, de générer cette pérennité de marché, mais aussi pour les nouveaux entrants. Bon, d'accord. Alors je me suis, comme d'habitude, c'est un échec total. Je vous avais dit que je vous donnerais la parole, mais là, on n'a plus le temps pour avoir des questions de votre côté, d'autant plus que on m'a dit qu'il fallait absolument que je vous dise à tous d'aller à l'auditorium maintenant pour la session de clôture. Et donc, c'était quelque chose... Vous avez tous rendez-vous à l'auditorium, et nous aussi d'ailleurs. Écoutez, je vous remercie. Je pense que là aussi, il y a des intérêts communs, même s'il y a aussi des aspects de compétition, mais ça, c'est la vie. La vie est faite d'intérêts communs et de compétition. Et puis, on verra l'année prochaine ce que vous êtes devenus. Voilà, merci.